Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on est ravis de voir si nombreux aujourd'hui. On va commencer tout de suite parce qu'on va essayer de se limiter à 1 heure de temps pour que tout le monde ait le temps d'intervenir. Et on va laisser à peu près un petit quart d'heure de questions-réponses à la fin. Dans tous les cas, sachez que le webinaire est enregistré, qu'il sera publié sur notre site, notre chaîne YouTube par la suite, et que je pourrai transmettre le PDF aux personnes qui ont participé, le PDF du support. Donc, Ophélia Glass et moi-même, Émilie Terrel, on travaille pour la CCI France-Japon. Je vais vous la présenter rapidement. Et ensuite, Ophélia vous parlera de notre programme agroalimentaire 2021. Et ensuite, je vous présenterai les intervenants d'aujourd'hui. Alors, concernant la CCI France-Japon, c'est une des plus vieilles CCI françaises à l'international, puisqu'elle est implantée au Japon depuis 1918, ce qui nous permet de bénéficier... Tu partages ton écran. Oui, mais je voulais commencer comme ça, sans forcément partager, mais je vais partager, oui. Ce qui nous permet de bénéficier d'une expertise locale indispensable au Japon. C'est aussi la première chambre européenne au Japon. Voilà, donc on propose une offre de services extrêmement complète que vous pourrez retrouver sur notre site et en détail. On a des brochures qui sont disponibles que vous pouvez télécharger. Hop, alors je vais partager mon écran. Hop, voilà, vous voyez tous? Parfait. Voilà, donc ça, c'est quelques chiffres, quelques informations sur la CCI que vous pouvez retrouver dans le PDF lorsque je vous l'enverrai. Voilà, je vais pas passer du temps dessus parce que vraiment, ce n'est pas l'essentiel aujourd'hui, mais c'est quand même important d'avoir en tête. Et donc, je vais laisser Ophélia vous présenter notre programme Agro 2021 et tout ce qu'on propose aux entreprises françaises du secteur cette année. Donc, merci beaucoup, Émilie, pour l'introduction. Donc, lors de ce webinaire Agro, qui est la première étape de notre programme Agro 2021, sur laquelle on souhaite accompagner les entreprises françaises sur un parcours complet, un parcours export, pour pas qu'il y ait simplement des informations, mais vraiment un retour sur investissement et de la valeur ajoutée et quelque chose de très concret pour vous et votre déploiement au Japon. Donc, on a autour de la table, dans les spectateurs, des entreprises de profils très variés et nous traitons dans le cadre du food and beverage tout ce qui est lié à l'éducation, la gastronomie Eureka, également la supply chain en production, tout ce qui est lié à l'import-export de façon générale, les réglementations, etc. Et bien évidemment, des entreprises qui soient spécialisées dans les nouvelles tendances, un peu innovantes, pardon, et également tout ce qui est de l'aspect organique et bio. Donc le programme, la première étape, on l'a fait tous ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations sur le marché japonais, avec également des témoignages pour que ce soit très concret pour vous. Deuxième étape, nous vous proposons du mentoring, c'est-à-dire que nous avons 5 spécialistes français et japonais qui sont d'entreprises qui sont localisées ici au Japon, qui se sont déjà bien déployées et qui se proposent de vous coacher lors d'un jury, enfin, avec un jury, un pitching, et vous donner des conseils sur l'approche marché et les écueils, les enjeux, les challenges que vous allez devoir relever et comment le faire au mieux. Ça, c'est pour la deuxième étape. Troisième étape, on vous propose une mission de prospection. Donc, c'est en gros des rendez-vous d'affaires qui sont avec des prospects japonais qui sont triés sur le volet, des rendez-vous qualifiés. On japonise votre offre, on vous conseille sur les gammes que vous pourriez présenter sur le marché japonais. Et on organise en ce moment virtuellement, puisque les frontières sont toujours fermées au Japon. On espère potentiellement une réouverture à partir de septembre, mais nous suivons de toute façon depuis quasiment 1 an les entreprises françaises en virtuel et on organise tous nos rendez-vous d'affaires et ça marche très bien avec les entreprises japonaises via Zoom depuis plusieurs mois maintenant. Et dernier point, nous vous proposons des outils pour faire la promotion de vos produits au Japon, donc avec des influenceurs, des plaquettes. On fait également de la com sur le site de la CCI, mais pas que. Et on s'appuie sur des partenaires, par exemple, comme la Sopexa, pour réaliser ces prestations.
Voilà pour le programme agro relativement complet et qui va vous emmener sur un timing à partir donc du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année. On espère vous voir nombreux et on est à votre disposition si ça vous intéresse et que vous souhaitez y participer pour vous déployer de façon structurée et avec un accompagnement solide. On est à votre disposition. Merci Ophélia. Donc, je vous présente les personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Donc, on a Marie-Hélène Lehenaf qui est là, qui est conseillère pour les affaires agricoles au Japon, en Corée du Sud, auprès de l'ambassade de France. On a Takashi Fujita, qui est président de Japan Fooding Japan. François-Xavier Colas, directeur général de Classic Fine Food Japan. Et Pascal Gerbert-Gaillard, qui est entre autres Japan Advisor pour Gontran-Charrier. Puis bien sûr, il y a Ophélia Glass et moi-même qui vous présentons le support aujourd'hui. Donc, je vais laisser chaque intervenant se présenter, hein, mais voilà, globalement, Marie-Hélène vous parlera du marché japonais, de l'APE, de la réglementation et de la concurrence des autres pays européens. Monsieur Takashi Fujita vous parlera de comment trouver le bon partenaire au Japon et pourquoi cibler le Japon précisément. François-Xavier vous parlera de l'importance de la marque et de l'image de marque, l'importance d'être précis ici au Japon et du Japon en tant que porte d'entrée du marché asiatique. Et ensuite, Pascal vous fera un petit focus sur la distribution, parce que c'est un réseau qui est assez complexe ici au Japon. Il vous parlera de la structure du marché, des opportunités, des tendances de marché et l'importance d'investir dans la qualité. Voilà, donc chacun va parler de sa partie avec toujours cette petite touche personnelle d'expérience. Donc, Marie-Hélène, je vous laisse commencer sur votre partie. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Nous ne vous voyons pas, mais bon, j'ai quelques minutes pour vous présenter donc quelques données fondamentales sur le marché. Donc, comme l'a dit Émilie, moi je travaille au sein du service économique régional de l'ambassade de France à Tokyo, en charge du Japon et de la Corée. Et mon rôle au sein de l'ambassade, c'est de travailler plutôt sur l'environnement des affaires. Donc, nous, dans le passé, les ambassades pouvaient aussi s'occuper d'appui commercial. Aujourd'hui, d'autres organismes font ça très bien, comme la CCI, comme Business France, notamment. Donc, moi, je vais plutôt vous parler de la place de la France sur le marché japonais et puis donner quelques messages un petit peu globaux dans le temps qui est imparti. Alors, d'abord, le Japon, c'est très important pour le secteur agroalimentaire français puisqu'il représente à peu près 20% de l'excédent agroalimentaire français. Nous exportons beaucoup plus que les Japonais n'exportent, donc vers la France. Donc, c'est environ 1 milliard d'euros de produits alimentaires. Le Japon est un pays qui dépend de l'extérieur pour une grande partie, 60% à peu près, de la couverture calorique de sa population. Le premier fournisseur sont les États-Unis, l'Union européenne est le deuxième fournisseur. Donc, c'est un marché conséquent de 126 millions d'habitants, certes, même avec une démographie en déclin, c'est quand même un marché très important et surtout, c'est un marché à pouvoir d'achat élevé. Ça, c'est un premier point très important. L'image de la France ici au Japon, elle est excellente, elle est de tradition ancienne, parce que depuis l'époque de l'empereur Meiji, la gastronomie française figure en très bonne position sur les tables japonaises de réception d'honneur, et en particulier la haute gastronomie. Donc, on a une image de la France qui est tirée par le luxe, en particulier dans notre secteur agricole et alimentaire. Donc, la qualité, la diversité des produits français sont très reconnus. Nos exportations ont longtemps été dominées par les vins. Plus de 50% pendant longtemps de nos exportations, c'était des vins, toute la gamme des vins, mais aussi beaucoup de vins de très haute gamme. Les produits laitiers également. Et puis depuis quelques années, je pense que les intervenants suivants y reviendront également, on voit une montée en puissance de la viande, du foie gras, de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, de la biscuiterie, de l'alimentation animale. Donc une diversification qui est une excellente chose. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon, qui est entré en vigueur le 1er février 2019, qui est un levier important pour nos exportations, puisque
On a vu une baisse de droits de douane importante, surtout dans le secteur des vins, puisqu'il y a une mise à zéro des droits de douane. On est passé de 15% à zéro, ce qui nous permet de gagner des parts de marché, en particulier sur l'entrée de gamme. Ça ne joue pas forcément sur les vins de haut de gamme, mais en revanche, on a repris des parts de marché sur le Chili en particulier, qui avait un accord antérieur avec le Japon. C'est également la protection des indications géographiques, hélas pas toutes, mais nous avons une liste qui progressivement va s'étoffer d'indications géographiques françaises et européennes protégées au Japon, réciproquement japonaises protégées en Europe. Bon, il y a quelques soucis dans la mise en œuvre de cet accord de partenariat économique, en particulier sur les règles d'origine. Peut-être on n'a pas le temps d'y revenir, mais on travaille avec les administrations japonaises et avec la Commission européenne pour aplanir les difficultés qui peuvent exister encore dans la mise en œuvre de cet accord de partenariat économique. Donc l'année dernière, enfin 2019, pardon, plus 7,5% d'exportation française vers le Japon, plus 12% sur les vins. Donc un vrai effet de levier de cet accord de partenariat économique. Pour autant, on a des concurrents qui ont peut-être fait mieux, puisque au plan communautaire, la Commission nous a dit que c'était plus 16% d'exportation dans le secteur. Donc, on a des marges de progression importantes. En 2020, le Covid, donc comme partout au Japon, le secteur de la restauration et les grands magasins, etc., ont connu des pertes très importantes. Des fermetures au printemps dernier et puis ensuite des baisses de fréquentation très conséquentes. Donc, tout ce qui concerne les produits plutôt premium, haut de gamme, donc les foie gras, les alcools fins, etc., ont fortement baissé, moins 20% pour le champagne en 2020, par exemple. En revanche, le commerce de détail a connu une très forte expansion. Et donc, malheureusement, ça ne compense pas. L'un ne compense pas l'autre. Donc, le commerce de détail n'a pas compensé pour les exportations françaises les pertes sur les produits premium et on a moins 10% en fin d'année 2020 sur le total des exportations agroalimentaires vers le Japon. C'est une baisse assez forte que d'autres concurrents européens et partenaires européens ont connu. Par exemple, l'Allemagne est dans la même situation. En revanche, l'Italie s'en sort plutôt mieux que nous. J'y reviendrai tout à l'heure. La baisse est encore plus forte dans les vins puisque c'est en moyenne 15%. Donc, on a quand même un trou d'air assez important sur 2020. Bon, le Japon a la particularité aussi de présenter quand même un certain nombre de difficultés d'accès au marché. Je le signale parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui travaillent les produits animaux en particulier, donc avec des particularités en termes d'accès au marché sur les certificats sanitaires, sur les agréments d'établissements, etc. Donc les négociations sont longues et laborieuses, mais on avance au Japon. Par exemple, à l'été 2020, on a levé toutes les restrictions sur les exportations de bœuf à destination du marché japonais. Je rappelle que c'était une affaire qui datait de 20 ans en arrière, au moment de la crise de la vache folle en France et ailleurs dans le monde. Donc, on progresse, on avance, c'est un peu compliqué. On a en ce moment des soucis sur les produits bio, puisque les Japonais ont mis en place l'année dernière une norme sur les produits animaux. Une certification qui n'existait pas auparavant et que nous n'avons pas pour le moment d'équivalence au plan européen. Nous l'avons pour les produits végétaux, nous ne l'avons pas pour les produits animaux. En revanche, le vin est exclu de cette exigence de certification japonaise. Voilà. Bon, des difficultés, donc quelques difficultés d'accès au marché. Mon troisième point, c'est l'exigence absolue de qualité, de régularité. C'est un marché très exigeant, le Japon, c'est un marché rémunérateur, mais il faut être parfait en termes de produits, de régularité, d'emballage, en termes de relations avec les partenaires. Je pense que ça sera développé après. Et puis j'insiste, moi, sur les documents d'accompagnement des envois au moment du dédouanement qui doivent être absolument plus que parfaits, au mot près, à la lettre près souvent, et on a parfois à l'ambassade on doit intervenir pour des problèmes au dédouanement et voilà, souvent pour des broutilles, mais ici au Japon, ça compte. Et quatrième point, et je terminerai par là, c'est un marché rémunérateur, un marché important, mais une concurrence très forte. Et
Et je suis quand même un petit peu obligée de dire que la France a plutôt régressé ces dernières années, puisqu'on est passé de 7e fournisseur à 8e fournisseur, et nous avons été dépassés en particulier par l'Italie, qui est extrêmement dynamique, qui a une image peut-être plus jeune et plus proche des jeunes générations, avec des produits peut-être plus accessibles. Et je pense qu'on doit travailler collectivement l'image des produits français, et je sais que beaucoup la plupart des intervenants sur ce marché français, hein, ces intervenants français, pardon, sur ce marché japonais, s'appliquent à cela, à rendre les produits accessibles, à les expliquer. Et ce que je voudrais également dire, c'est que les pouvoirs publics, l'ambassade, mais derrière le ministère de l'Agriculture en France, le ministère des Finances également, appuient des initiatives des différents partenaires pour promouvoir l'image de la France, une image proche des consommateurs, en particulier des jeunes, pour aider les entreprises aussi dans le cadre du plan de relance, donc comme le fait la CCI, comme le fait également Business France, comme le fait la Sopexa dans le cadre d'un contrat avec le ministère de l'Agriculture, et que nous avons tous à cœur, voilà, de défendre cette place des produits français, d'élargir la gamme des produits proposés. À cet égard, pour ceux que ça intéresse, je terminerai là-dessus, nous avons publié cette année un certain nombre d'études, et notamment une étude sur le comportement des consommateurs et les approches marketing au Japon, qui a été réalisée par Sopexa, qui est disponible en ligne, et une étude sur les modes de distribution, réalisée, elle, par Business France, qui est également disponible en ligne. Ces deux études ont été financées par le ministère de l'Agriculture pour faciliter votre travail à vous, entreprise. Voilà, après, je m'arrêterai là, je serai à votre disposition pour toute information réglementaire ou autre, et je pense que vous aurez voilà, mes coordonnées via la CCI, et j'espère avoir tenu dans le temps, Émilie. C'est parfait, Marie-Hélène, merci beaucoup. Non, non, c'est parfait. Maintenant, on va laisser Takashi Fujita, donc Fujita-san, comme on dit au Japon, se présenter, parce que voilà, il a un parcours très intéressant. C'est le papa notamment de la marque Mikado. Donc, je vous laisse vous présenter, Fujita-san, et puis commencer votre partie. Merci, Émilie. Bonjour à tous. Je m'appelle Fujita. Actuellement, je suis président de Japan Fooding Japan, basé à Osaka, deuxième ville après le Tokyo. Je suis consultant, notamment pour les experts de marketing et de vente. Avant de commencer mon exposé, tout d'abord, permettez-moi, comme mon niveau de français n'est pas important, je fais assez souvent des erreurs, mais veuillez bien accepter et bien votre patience pendant quelques minutes. Avant de parler de trois sujets, permettez-moi de me présenter brièvement de ma carrière professionnelle. Après mes études à l'École supérieure de commerce de Kobe, j'ai commencé à travailler dans une société Ezaki Guriko, dont le siège à Osaka, en tant que marketing manager pendant 10 ans. Ensuite, la société m'a demandé d'aller en France parce que, comme Émilie vous a déjà parlé, la société Ezaki Guriko a créé un joint venture avec une société française en 1983. Et puis, en tant que directeur, j'étais chargé de marketing et des ventes et de gestion, non seulement en France, mais aussi la plupart des pays européens. Ezaki Guriko est un des grands leaders dans le domaine de l'alimentation, notamment les biscuiteries, chocolateries et confiseries. Donc, pendant 18 ans, j'ai travaillé en France. Peut-être vous connaissez ce produit-là. Je suis le père de Mikado. Mais ce n'est pas toujours facile de travailler en France en tant qu'homme d'affaires parce que les touristes,
ils dépensent d'argent pour l'hébergement, la nourriture, le restaurant, etc., etc. Tandis qu'en tant qu'homme d'affaires, il faut bien connaître le marché, distribution, et puis comportement des consommateurs, les goûts des consommateurs, et puis réglementation, etc., etc. Sinon, on échec. On perd le chemin. Pendant 18 ans, j'ai essayé d'entrer dans le marché et puis créer une bonne relation avec les personnes dans le milieu professionnel. Donc, j'ai visité au moins 30 fois par an au pays voisins de la France, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., etc. Et puis, j'ai essayé de parler leur langue, même mon niveau n'était pas important. Si j'ai fait des présentations en anglais ou en français en Italie, les personnes ne m'écoutent pas. Si je fais des présentations en anglais en Espagne, les clients ne vont pas m'écouter. J'ai essayé de faire des présentations en Italie en italien, à Barcelone en espagnol, en France, en Belgique en français. Bien sûr, bien évidemment, je ne suis pas expert de la langue. Et puis, je n'ai pas aucune intention de devenir expert de la langue parce que je suis homme d'affaires. Mais grâce à notre partenaire, j'ai pu bien réussir de créer les marques ombrelles de ce produit. C'était ma mission de long terme. Donc, deuxième point, comme trouver le bon partenaire, ça c'est le sujet le plus important aujourd'hui que je voudrais citer. Tout d'abord, si vous travaillez tout seul dans les pays, au Japon ou autres, vous aurez beaucoup de difficultés et puis on perd le temps, on perd l'argent, et la réussite n'était pas toujours garantie. Mais si on a des partenaires idéaux, empruntant leur savoir-faire, leur force de vente, le réseau commercial, on peut arriver à certains niveaux. Bien sûr, ce n'était pas garanti, mais les résultats seront presque, entre guillemets, garantis. Par exemple, au Japon, il y a beaucoup de possibles partenaires pour vous. Je sais que la plupart des participants sont fabricants des vins, le fromage, le condiment, etc., etc. Donc, pour cela, tout d'abord, veuillez penser comment on peut arriver vos produits, même la quantité n'est pas importante. Il faut qu'on réussisse. Bon, même la taille est importante ou moins importante. Il faut tout d'abord ouvrir la porte. Ensuite, avec l'aide de votre partenaire, soit grossiste, soit importateur, soit de fabricant, vous allez essayer de créer de bonnes relations très, très étroites, long terme. Parce qu'ils peuvent vous aider au niveau de packaging, emballage, au niveau de la quantité, au niveau de la taille, au niveau du coût. Si vous écoutez bien ces conseils pratiques, vos produits, ça arrive lentement, mais de bonne direction. Par exemple, dans le cas de Mikado, par exemple, le goût est différent. Emballage
est différente. Comme cela, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Au Japon, on utilise les matières grasses végétales. Et puis, on peut appeler chocolat. Mais à ma connaissance, en Europe, comme la France, la Belgique, Italie, les gens ne veulent pas de contenir de matières grasses végétales pour le chocolat. Puis les Anglais aiment beaucoup de goût chocolaté, tandis que le pays latin aime beaucoup le goût amer. Et puis les Suisses aiment beaucoup chocolat à lactée. Et puis Allemands, Hollandais aiment beaucoup le goût de praliné. Sans connaître cette tendance ou le goût favori, on perd. Parce qu'une fois, j'ai lancé ce produit en Angleterre tel qu'il est, comme le chocolat amer. Ça ne marchait pas. Les gens ne veulent pas acheter. Après, j'ai bien compris, après mes études ou de statistiques ou d'interviews auprès des experts, j'ai raté. Mais bien sûr, même si on rate, ça c'est une bonne expérience pour moi, mais il faudrait écouter attentivement les paroles de votre partenaire. Donc, on a eu de grands succès ce produit-là en Europe. Et puis, je suis très fier que c'est un bon exemple de grande réussite de la collaboration entre la société française et celle japonaise. Pour le troisième point, pourquoi le Japon? Je dirais tout d'abord, si j'étais français, j'attaquerais immédiatement le Japon. Pourquoi? Tout d'abord, comme les chambres de commerce vous a déjà expliqué, donc il y a certains points que je répète, permettez. Tout d'abord, il y a 126 millions d'habitants. Deuxième, leur pouvoir d'achat est très élevé. Troisième, économie et politique est assez stable et forte. Quatrième, il y a presque 1 million de touristes qui visitent la France, sauf la période de la pandémie, mais les Japonais aiment beaucoup la France. Et puis, l'image sur la France, pour nous les Japonais en général, c'est ultra bonne, hyper bonne. Et surtout la gastronomie et la mode. Bien sûr, la quantité de la consommation de vin, le fromage, biscuits est beaucoup moins importante par rapport à la France. Mais il y a tendance que les jeunes générations changent notre diète, notre habitude de consommation. Moi, j'ai 71 ans, mais les enfants ou les petits-enfants, de leur attitude, leur goût est totalement différent. Dernier point, je suis les cours de français grâce à la chaîne gouvernementale qui s'appelle NHK, qui donne les leçons tous les jours. Même si mon niveau de français n'est pas important, mais j'ai fait le maximum d'efforts de continuer à étudier le français, parce que pendant 18 ans, j'ai travaillé en France et pour moi, le deuxième pays natal. Donc, si au cas où vous êtes intéressé tout d'abord au marché japonais, mais si vous voulez travailler au Japon, à condition que vous faites plus d'efforts, je suis toujours prêt à vous aider. Merci bien de votre écoute. Je suis désolé, encore une fois, mon niveau de français n'était pas important, mais j'espère que vous compreniez. Merci beaucoup. Fujita-san, c'était parfait, hein, on a tout compris, pas d'inquiétude. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Ouais. C'est toujours très instructif. Ouais. Donc, merci encore. Ouais, merci. On va passer donc à la partie de François Xavier, à qui je donne le bâton de parole. Je prends le bâton, Émilie. Bonjour à tous.
Bravo Fujita-san pour cette brillante intervention. Marie-Hélène, c'était également parfait, donc je n'ai plus rien à dire. Je passe la parole à Pascal. Non, je vais quand même essayer de dire quelques mots. En trois mots sur mon parcours. Écoutez, j'ai un peu les deux casquettes. J'étais dans vos chaussures, c'est-à-dire industriel, ou en tout cas représentant un industriel français qui visait la conquête des marchés étrangers, en particulier les marchés asiatiques et le marché japonais. Donc j'ai été directeur général du groupe La Mer Poulard pendant 8 ans. Juste avant, j'étais le patron du Cordon Bleu pour l'Asie. Donc le Cordon Bleu, je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde, mais c'est en tout cas la chaîne d'écoles de cuisine, de pâtisserie et de boulangerie la plus répandue dans le monde et aussi en Asie. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Le Duf en tant que responsable Asie pour les deux activités principales du groupe, à savoir le développement de la brioche dorée dans toute l'Asie et bien entendu au Japon, et également la mise en place et le développement des viennoiseries et de toute la planification brie d'or en Asie. Avant de rejoindre il y a 3 ans Classic Fine Foods, qui est un des principaux importateurs de produits français, de produits européens, mais bien entendu français, ici sur le marché japonais. Donc, comme je vous le disais, mes collègues d'aujourd'hui ont déjà partagé beaucoup d'informations. J'aimerais faire un petit focus sur 3 points. L'importance de la marque et de l'image, ensuite la qualité, comme l'a dit Marie-Hélène, la nécessité de qualité et de précision, et le 3e point sera plus basé sur mon expérience personnelle, en vous démontrant, ou en tout cas en vous faisant part de mon témoignage réel, qui est de dire que le Japon est une véritable porte d'entrée sur l'Asie. Voilà. Donc, mais juste avant, pour peut-être rebondir sur le programme exceptionnel qui a été mis en place par la Chambre de commerce, et je me permets de dire que c'est exceptionnel à plusieurs titres, puisque lorsque j'étais à la fois chez La Mer Poulard ou chez Le Duf, j'ai toujours emprunté en tout cas les services de la Chambre de commerce, que ce soit au Japon, mais que ce soit aussi également dans d'autres pays d'Asie. Et je dois avouer que les résultats ont toujours été probants. Deuxièmement, en termes, Ophélia mentionnait le côté mentoring. Alors, qui sera vos mentors? Qui appuiera sur le bouton? Alors, il y aura bien entendu le papa d'Amikado, M. Fujita, votre serviteur, et également Pascal, qui, comme vous le verrez plus tard, est un expert de la distribution. Donc, importance de la marque et de l'image. Comme vous l'a dit également Fujita-san, l'important est d'être bien entouré et surtout de bien connaître le marché. Alors, et au niveau du marché japonais, je dirais qu'il y a plusieurs marchés dans le marché, avec un marché de prestige, avec une rentabilité peut-être plus forte et une pérennité plus importante, mais également un marché de volume, avec l'un peut-être des marges plus ténues et une pérennité qui peut être parfois remise en doute, mais tout ça pour vous dire que quelle que soit votre activité, quel que soit votre produit, quelle que soit votre stratégie, il y a une place pour vous sur le marché japonais, ça c'est très clair. Le deuxième point qui a été évoqué par Marie-Hélène, qui est le côté précision, le côté qualité, le côté parfois assez casse-pied, notamment par rapport à toutes les listes documentaires qui doivent être envoyées, et le côté extrêmement exigeant
ou en tout cas méticuleux des douanes japonaises qui peut parfois faire peur. Alors, je tiens là à vous respirer, non, à vous rassurer par rapport à plusieurs aspects. Oui, ça peut paraître compliqué, mais une fois qu'on a pris le pli, c'est quand même relativement, c'est tout à fait, premièrement, c'est tout à fait faisable. Et il faut considérer ça non pas comme un obstacle, mais plutôt comme une nécessité d'apprendre. Et le caractère japonais est en fait extrêmement facile à comprendre. Dès l'instant où on leur donne ce qu'ils attendent, il n'y a plus de problème. Ça, c'est un point fondamental qu'il est important d'intégrer. Le deuxième point, c'est qu'ici au Japon, et ça n'est pas de la flagornerie, mais on a la chance d'avoir une ambassade de France et surtout un service agricole avec vous, Marie-Hélène, qui est vraiment au service de vos administrés et qui fait un travail de support extrêmement appréciable. Et c'est très très important d'un point de vue administratif en tout cas pour le développement des importations de produits français. Et je tiens à vous remercier en tout cas pour votre excellent travail. En vous précisant une nouvelle fois que ce n'est pas de la flagornerie, mais que c'est une réalité pure et dure. Le troisième point, c'est le Japon. Le Japon, porte d'entrée, alors que ce soit pour la commercialisation de produits, que ce soit pour la commercialisation de concepts, que ce soit pour la commercialisation ou en tout cas le transfert de savoir-faire, j'ai pu le vivre au niveau du cordon bleu notamment, au niveau de la mer Poulard aussi, au niveau de l'EDUF avec la brioche dorée. Lorsqu'on leur dit nos produits sont vendus dans les department stores ou dans les grands magasins au Japon, la porte est quand même ouverte sur les autres pays, notamment en Corée et en Chine. Alors, je sais que nous, Français, on aime bien rêver, on veut toujours des volumes, du chiffre d'affaires. Très bien. Prenons le temps, regardons de façon stratégique ce qui nous convient le mieux. Tout le monde rêve de la Chine. Oui, on peut en rêver, mais on peut aussi en cauchemarder. En 25 ans d'expérience, j'ai dû prendre quelques bouillons, pour ne pas dire beaucoup de bouillons en Chine, alors que mes expériences au Japon ont toujours été couronnées de succès, à plus ou moins long terme, mais en tout cas couronnées de succès. Donc, écoutez, on vous attend sur le marché japonais, on est là pour vous aider, on est là pour vous soutenir, on est là pour partager avec vous notre savoir-faire et notre passion pour le marché. Et donc, je passe la parole soit à Émilie, soit à quelqu'un d'encore plus passionné que moi, qui va vous parler de la distribution. Pascal, the floor is yours. Je me permets de réintervenir. Pardon. Voilà. Désolée, c'est vrai que tu as évoqué le mentoring qu'on a présenté dans notre programme agro tout à l'heure. On a la chance d'avoir des mentors d'exception qui sont impliqués dans le mentoring. Hein. Donc, on aura Takashi Fujita qui sera président du jury. On a la chance d'avoir François-Xavier Colas, Pascal Gerbert-Gaillard et Gaël Akaori qui nous suit en live, qui seront membres du jury également. Hop. On en dira plus aux entreprises intéressées qui souhaitent y participer. Hein. N'hésitez pas à nous écrire, on pourra vous partager plus d'informations. Pascal, je te laisse. J'attrape le vol et ouais, exactement. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre. Alors, vu que le temps avance, je vais essayer de faire rapide pour qu'on ait quand même un peu de temps pour les questions. En quelques mots, donc, François-Xavier était très gentil en me présentant comme un expert du retail. Donc, on va dire que j'ai un peu d'expérience, mais à côté de nos intervenants qui sont des grands senpai, comme on dit ici, des grands anciens, tout est relatif.
Néanmoins, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai 2 expériences qui sont pertinentes. Donc, j'étais jusqu'à très récemment directeur Asie de Bio-c'est-bon. Donc, nous avons ouvert en l'espace de 5 ans plus de 22 magasins, 23 bientôt, au Japon, donc pour faire de la distribution de produits bio dans un marché qui était quasiment virtuellement inexistant. En fait, donc 22 magasins, 23 magasins en l'espace de 5 ans avec un partenaire, un joint venture, le partenaire étant autre que le groupe Ion, dont je vais vous parler un petit peu, qui est en fait le géant de la distribution en Asie avec plus de 500 000 personnes et environ 80 milliards de chiffre d'affaires. C'est l'équivalent du Carrefour local, on va dire, et d'ailleurs, ils ont racheté Carrefour il y a de ça 20 ans, mais c'est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus structuré. Et enfin, dernièrement, donc, je m'occupe, dans le cadre d'un contrat de franchise, de lancement de la boulangerie Gontran-Cherrier au Japon avec un très gros partenaire. Donc là encore, Takashi Fujita-san vous parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir des bons partenaires pour ne pas faire des erreurs ou pour accélérer et pour partir sur de bonnes bases. Nous sommes en partenariat avec un très gros groupe de Nagoya. Donc Nagoya, c'est la capitale de la 2e plus large préfecture d'un point de vue économique au Japon, de Chubu, qui représente grosso modo le PIB de quasiment la Russie, si je ne me trompe pas. Donc pour vous dire, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pouvoir d'achat au Japon. Il y a des groupes qui sont très puissants, que l'on ne connaît pas forcément en dehors du Japon, et qui sont à la recherche de produits, de business models, de concepts nouveaux et avec lesquels il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est un marché, le Japon, qui vaut la peine de regarder, qu'il faut bien regarder, qu'il faut bien aborder, consciencieusement, bien se structurer, pour les raisons qui ont été évoquées jusqu'à précédemment, donc pour des problématiques de qualité, pour des problématiques vraiment, on va dire, de pointillisme dans la documentation. Et là, je ne peux que rebondir sur ce que disaient François-Xavier et Marie-Hélène. J'ai aussi fait beaucoup appel au service de l'ambassade pour aller corriger des virgules qui étaient mal placées dans certains documents d'apport, mais qui nous ont valu beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est un marché qu'il faut aborder en étant bien structuré. Le marché lui-même est structuré, et si vous voulez réussir, vous devez l'aborder de manière très professionnelle. Donc, pour ce qui nous intéresse, beaucoup de vous étant des fabricants de produits finis, je vais vous parler un petit peu du retail. Donc, ce marché est un marché qui est mature et organisé autour d'un certain nombre de groupes historiques de couverture nationale qui sont très puissants. Si je parle du retail traditionnel, donc, entendons par là les supermarchés, les hyper, ainsi que la petite supérette, vous allez avoir grosso modo une chaîne intégrée donc nationale. Donc, je parlais de Ion tout à l'heure, c'est 500 000 personnes sur l'ensemble de l'Asie, 250 000 sur le Japon, quasiment 160 formats différents qui vont aller de la petite supérette jusqu'au grand mall qui fait 2 stades de foot. Donc, vous avez vraiment de tout dans ces chaînes intégrées-là. Vous avez aussi beaucoup de chaînes de ce qu'on appelle les trading houses, les sociétés d'import-export, qui se sont impliquées, intégrées en aval, donc des chaînes type Mitsubishi, qui peut être intéressant puisqu'elles vont combiner à la fois l'import et la distribution. Pareil aussi pour les groupes comme Ion, Ito-Yokado, donc 7-Eleven, sont aussi intégrés avec des capacités d'import intégrées et de distribution. Donc vous avez finalement, avec ces partenaires-là, un one-stop shop, quelque part, pour pouvoir rentrer sur le marché et distribuer vos produits. Néanmoins, à partir du moment où vous avez tendance à signer, on va dire, chez un clan, vous ne passerez pas dans le clan d'à côté. Donc, si vous signez avec Ion, vous n'irez pas signer avec Ito-Yokado. Donc, il faut bien choisir son partenaire parce que cela peut vous fermer un certain nombre de portes par après. Après, vous avez des acteurs indépendants et quelques acteurs étrangers. Donc, je citais tout à l'heure Carrefour, qui était rentré par exemple sur ce marché, mais qui n'est pas resté très longtemps. En revanche, quelques autres sociétés ont eu un peu plus de succès. CU, donc qui était Walmart, a été repris par Walmart, mais Walmart c'est quelque peu désengagé, mais surtout Costco, qui continue à se développer de manière très très forte sur le Japon depuis une petite vingtaine d'années. Un point qui est important et qui est vraiment, j'allais dire, assez structurant sur l'approche que vous devez avoir du marché est que le Japon a des formats qui sont très spécifiques, que vous allez relativement peu retrouver, notamment en France. Un premier format qui me vient en tête, c'est le convenience store, donc la petite supérette de quartier qui est ouvert 24 heures sur 24. Vous avez quand même quasiment sur la totalité du Japon environ 60 000 points de vente qui sont organisés, on va dire, autour de 3-4 chaînes principales, 7-Eleven, Family Mart
ainsi que Lawson. Donc, c'est très pratique, ça vous donne une visibilité et des volumes énormes. Par contre, avec des conditions tarifaires qui sont très, très compliquées et des produits surtout adaptés, on va dire, à de la consommation de la vie de tous les jours au Japon. Donc, pas forcément le genre de produit spécialité que l'on peut avoir, même si les choses évoluent. Un autre point, et là, très important pour le haut de gamme, ce sont les grands magasins. Donc, les grands magasins, il y en a à peu près encore 250 sur la totalité du Japon. C'est un secteur qui a tendance à être frappé, qui a été frappé très fort par la crise, notamment la crise du Covid, mais qui, historiquement, était aussi en cours de restructuration. Donc, on devrait arriver vers une attrition naturelle, je pense, vers à peu près 120 magasins sur la totalité du Japon. Mais ce sont des endroits très premium dans lesquels vous avez sur 7 étages plus 2 étages inférieurs tous des produits de luxe importés et locaux. Et les 2 étages, moins 1 et moins 2, sont consacrés au modèle de nourriture, enfin tout ce qui va être concept de nourriture. Et vous avez énormément de boulangers, de pâtissiers, de modèles de distributeurs étrangers et locaux qui fonctionnent très très bien avec des marges intéressantes et des produits très premium. Enfin, dernier point, vous avez les gares. Les gares aussi qui ne sont pas négligées. Les gares, le Japon possède parmi les gares, je crois, 4 à 5 des gares les plus fréquentées au monde. Et vous avez au-dessus des gares au Japon des centres commerciaux extrêmement passants, extrêmement actifs, dans lesquels vous avez une visibilité énorme. Et les Japonais font énormément de courses dans les gares commerciales. Donc, si on vous propose d'aller mettre vos produits en vente dans le métro, ne pensez pas au métro de Paris. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus premium, beaucoup mieux organisé et vraiment dédié en fait à la vente. Donc, idéalement, il faudrait venir sur place pour le vivre et pouvoir le comprendre, mais surtout, ne faites pas l'impasse sur ça. C'est assez fondamental dans le paysage de la distribution japonaise. Enfin, il m'apparaît important de vous mentionner l'existence de chaînes de supermarchés à la fois régionales et nationales qui sont spécialisées sur les produits importés. Donc, j'en ai listé quelques-unes, donc Calbee, Seijoishi, Jupiter et Cali Super, qui ont des niveaux, on va dire, de qualité un peu différents, mais qui, pour la plupart, peuvent être un débouché assez naturel pour vos produits, sachant que ces chaînes ont aussi des importateurs ou elles travaillent avec des importateurs type la Société de François Xavier ou d'autres acteurs sur le marché pour aller trouver des produits internationaux. Rapidement, puisque le temps avance, je voudrais vous mentionner que le marché du retail est quand même en renouvellement. Le Covid y a été pour un peu. Les tendances aussi mettent du temps à arriver au Japon. La vague met du temps à arriver, mais une fois qu'elle y est, vous avez un basculement qui peut se faire de manière assez rapide. Les Japonais sont très curieux. Toujours à la recherche de nouveaux produits. Vous avez une rotation extrêmement forte des produits au Japon. Et c'est très vrai pour les produits japonais, même si les nuances, ou en tout cas les différences peuvent être marginales, mais aussi pour les produits étrangers. La seule problématique ou la barrière à l'entrée que vous pouvez avoir, c'est l'appétence pour le risque. Sur vos produits qui peuvent être des produits innovants, ils peuvent être des produits intéressants, il ne suffit pas de les mettre sur les étagères pour que ça se vende. Ce qui est un peu, pour l'avoir pratiqué, quand j'étais chez UEC Bon, nous travaillions avec plus de 40 fournisseurs en direct. Nous importions en produits secs, en produits frais, donc principalement de France, ainsi qu'en vin. Un certain nombre de nos partenaires fournisseurs pensaient qu'ils avaient des très bons produits, en ce à quoi ils avaient tout à fait raison, mais que parce qu'ils avaient des très bons produits qu'ils vendaient très bien en France, ça allait se vendre automatiquement au Japon. Monumentale erreur, comme on pourrait dire. Vous avez besoin d'expliquer, vous avez besoin de faire goûter, vous avez besoin de faire découvrir, puisque le consommateur japonais sera certes intéressé, mais n'aura pas forcément les clés d'entrée sur votre produit. Donc, l'importance, quand vous êtes sur ces nouvelles trends, que ce soit le bio, le vegan, le sans gluten, les viandes vegan encore, le free from, vous avez besoin d'aller investir dans la communication avec le consommateur, même si vous travaillez avec des distributeurs, même si vous travaillez directement avec les importateurs ou les retailers, il vous faut garder un contrôle de votre marque. Et il vous faut investir dans la communication, il vous faut faire découvrir le produit, il faut vraiment, et j'insiste, passer du temps avec le consommateur, communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi en magasin, pour que le consommateur soit familier avec votre produit. Une fois qu'il est familier avec votre produit, c'est un marché dans lequel vous pouvez être présent avec le même produit sur de très très longues années. Et de facto, il se retrouve au Japon des produits qui ont disparu ailleurs dans tous les pays du monde,
Zima, par exemple, chez Coca-Cola, le seul pays qui continue à vendre du Zima, c'est le Japon. Donc, vous pouvez avoir des cycles de vie qui sont très longs. Par contre, la barrière à l'entrée va nécessiter un peu plus d'investissement que vous pourrez recouvrer sur une période plus longue. Donc, pour finir, vraiment, contrôlez votre image. N'hésitez pas à investir en marketing. C'est un marché qui en vaut le coup. Et les consommateurs seront fidèles si vous savez y mettre un peu les moyens. Merci. Et donc, nous pouvons passer aux questions. Émilie, à toi. J'arrive. Merci beaucoup, Pascal. C'était très intéressant. On va passer aux questions-réponses. Donc maintenant, il y a quelques questions qui nous ont été posées via le formulaire d'inscription qu'on avait mis à disposition des entreprises. On a récupéré les questions qui revenaient le plus, qu'on a listées, et ensuite, vraiment, on pourra aborder les questions qui ont été posées en live pendant ce webinaire-là. Donc, première question, c'était une question qui revient assez souvent, puisqu'on a beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur du vin. Comment est-ce que se passe le marché du vin en ce moment? Quels sont les changements, les tendances, les actualités pour les vins haut de gamme et le champagne? Marie-Hélène, si vous voulez bien répondre, vous avez beaucoup d'informations sur le sujet. Merci beaucoup, Émilie, et puis merci à François-Xavier et Pascal pour leurs compliments. On essaie de faire vraiment ce qu'on peut, mais tant mieux si on apporte quelques services aux entreprises. Voilà, pour le marché du vin, j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Donc, on est au Japon sur un marché qui est traditionnellement porteur pour les vins fins français, c'est-à-dire les champagnes, les vins haut de gamme, voire très haut de gamme. C'est un marché assez traditionnel avec un public à fort pouvoir d'achat qui consomme soit dans des restaurants de luxe, soit à l'occasion de fêtes, soit en cadeau. Donc, voilà. Alors, sur les vins haut de gamme, je l'ai dit tout à l'heure, on a un trou d'air en 2020 à cause du Covid, à cause de l'annulation de toutes les cérémonies, à cause de la fermeture des department stores pendant le printemps de l'année dernière, aussi à cause probablement d'un effet de stock en anticipation des Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu l'année dernière, qui n'ont pas eu lieu, qui sont reportés cette année, mais sans public venant de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y aura forcément beaucoup moins de consommation aussi, hélas, en 2021, même si les JO se tiennent comme le gouvernement japonais le souhaite. Sans spectateurs, ça va être compliqué. Voilà, donc la situation aujourd'hui sur les vins haut de gamme, je veux dire, la demande est assez faible en fait. Il y a un courant d'e-commerce qui commence à se mettre en place, même si le Japon est assez en retard par rapport à d'autres pays d'Asie, la Chine, la Corée, en matière d'e-commerce. Mais enfin, ça commence à se mettre en place. Donc, c'est pas fermé, c'est un peu moins dynamique qu'avant. Ce qui marche, la demande aujourd'hui, c'est d'abord des vins d'entrée de gamme ou de moyenne gamme. Alors, quand je dis ça, c'est des vins qui sont vendus autour de 1000, 2000 yens. Donc, on est sur voilà, autour de 10 €, hein, un petit peu moins, un petit peu au-dessus. Et ça, c'est la demande aujourd'hui, avec une assez bonne demande pour des vins bio, des vins naturels. Alors, c'est le début du bio au Japon. On est vraiment très en retard par rapport à la demande française et en dépit des efforts de Bio c'est bon et qui a tiré le marché, Pascal. Mais voilà, là, il y a une demande. Mais à côté, on m'a dit qu'il y a quelques consommateurs plutôt âgés qui ne veulent pas du vin biologique et qui veulent du vin voilà, classique. Mais en tout cas, la France a vraiment regagné des parts de marché par rapport au Chili, notamment, qui était très offensif sur le marché. Et on trouve maintenant à peu près partout du vin français à des prix très abordables. Et le vin français jouit de cette bonne image. Donc voilà à peu près très résumé l'état du marché aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond. Voilà. Merci beaucoup Marie-Hélène. Je pense qu'on aura d'autres petites questions sur le sujet par la suite. Ensuite, donc on avait une question sur les produits mass market. Quels sont les circuits de distribution les plus dynamiques pour distribuer des produits mass market? Fujita-san, vous avez peut-être quelques éléments à nous apporter à ce sujet? Ok, je dirais franchement, la distribution au Japon, c'est très, très atomisé. Je vous donne quelques exemples.
Tout d'abord, le supermarché. Deuxième, grand magasin. Troisièmement, magasin spécialisé, par exemple pour les produits importés. Quatrième, plutôt supermarché ou supérette de haut de gamme, sophistiqué. Et cinquième, c'est convenience store, on dit en français, plutôt magasin de proximité, mais le système n'est pas toujours le même. Et puis, comment dirais-je, les magasins spécialisés pour les produits importés en général. Bon, je ne peux pas dire que le plus dynamique distribution, même le numéro 1 de part de marché, de supermarché qui s'appelle Ion, deuxième, Ito Yokado, leur part de marché à peu près 10 ou maximum 15% seulement. Il y a aussi beaucoup de supermarchés régionaux, par exemple Kyushu ou Shikoku ou Hokkaido. Ils ont des supermarchés très, très dynamiques, mais ce n'est pas de taille nationale, c'est plutôt régional. Et puis, il ne faut pas ignorer. Donc, pour vous, les Français, dans le cadre de vin ou fromage ou autre, s'il y a quelqu'un de bons partenaires qui ont qui ont des grands liens avec ces réseaux-là, c'est parfait, mais il faut du temps. Et puis, il faut négocier chaque étape. Je suis désolé de vous dire que la plupart des fabricants de vin ou fromage, la taille n'est pas très grande. Ce n'est pas la taille internationale. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on approche sélectionnant les clients. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'image sur la France est hyper bonne. Donc, qualitativement, comment approcher? Ça, c'est votre objectif. Si j'étais le côté français, j'ai essayé de négocier tout d'abord avec les supérettes ou supermarchés de sophistiqués comme Ikari ou autres, comme Pascal vous a déjà donné quelques noms ou acteurs. Deuxièmement, magasin spécialisé pour les produits importés. Troisième, c'est plutôt grand magasin. Le nombre de magasins n'est pas important, mais il faudrait qu'on montre des réussites. Si ça marche bien, avec votre confidence, on peut négocier autre circuit de distribution. Si vous arriverez immédiatement du supermarché, concurrence est énorme. Et puis la rotation, si on ne fait rien de marketing, c'est juste une décoration. Il faut faire quelque chose. Et puis il faut montrer un bon exemple de réussite. Avec ça, vous allez négocier d'autres circulations. Ça, c'est ma recommandation. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Fujita-san. On va continuer à dérouler ces questions-là. Quelle stratégie de positionnement prix adopter au Japon? Gros sujet. François-Xavier, est-ce que tu es en mute? Ça y est, je redeviens loquace. Alors, sujet difficile, mais c'est un sujet qui a trait en fait avec la question précédente, pardon, au niveau de la distribution. Pour essayer d'imager un petit peu mon propos, le marché japonais est un petit peu comme vous regardez, mais vous voyez mes mains là, comme une forme pyramidale. Et lorsque il n'y a malheureusement qu'une seule façon de pouvoir couvrir l'intégralité de la pyramide, c'est de commencer par le haut. Commencer par le haut, c'est quoi? C'est
c'est les grands magasins avec des prix, un niveau de prix relativement élevé. Puisque l'évolution contraire, c'est-à-dire de passer par la base en espérant remonter dans les étages de la pyramide, ça c'est complètement impossible. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut viser uniquement le haut de la pyramide, mais en fonction de l'étage que vous visez au départ, votre évolution par rapport à votre produit et à votre marque va être déterminée. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, oui, okay. C'est très clair. Voilà, donc positionnement prix, d'après moi, il vaut mieux commencer par un positionnement relativement élevé. Ça, c'est un. Pourquoi? Parce que, comme dans tous les pays du monde, et en particulier au Japon, dont la maladie, je dirais même génétique, c'est la déflation. C'est la déflation. Donc, si vous commencez à avoir des prix relativement faibles et donc des marges encore plus faibles, ça sera difficile. Ça sera difficile pour garder. Pour garder les prix, c'est jamais facile. Et deux, pour garder les marges, c'est encore moins facile. D'accord. Ok. Merci beaucoup, François-Xavier. C'était très clair. Dernière question avant de passer aux questions live. Pascal, est-ce que tu peux nous aider à répondre à quelles sont les opportunités et l'intérêt des produits tropicaux, enfin sur les produits tropicaux de qualité française dans le secteur des PAI? J'étais en train de répondre en parallèle en live sur d'autres questions, donc on va faire deux choses en même temps. Okay. Et les produits tropicaux de qualité française, alors, déjà, bon, tout va dépendre. De manière générale, il va y avoir un intérêt. Que ce soit, donc, j'avais été approché par des producteurs de Tahiti, on avait des discussions avec des producteurs de bananes des Antilles. Donc, il y a en effet des produits de très bonne qualité. Après, tout va dépendre. Typiquement, de tête, mais Marine pourra peut-être répondre à ça, mais plus, enfin, en tout cas, des importateurs plus. Mais sur certains produits type la vanille, il y a des restrictions assez fortes en fait à l'entrée. Donc on ne peut pas, on est limité de par la réglementation sur certains produits, en tout cas sur certaines formes de produits. Sur les produits intermédiaires, semi-transformés, tout va dépendre en fait du rapport qualité-prix, trouver des bons partenaires. Donc c'est difficile de répondre de manière générale. Il faut regarder plus en détail. Voilà. Ok, d'accord. Bon, on a surtout un petit sujet réglementaire sur ces produits-là. Je dirais que le sujet réglementaire, il est valable pour tous les produits. Oui. À chaque fois, on n'est pas rentré trop dans le détail, mais le process d'importation de produits au Japon est quand même assez lourd. Il est bien documenté, mais il faut fournir des fiches d'ingrédients qui sont très complexes, qui vont généralement jusqu'au troisième ingrédient de l'ingrédient de l'ingrédient, donc au troisième niveau. Vous avez besoin d'aller fournir aussi des fiches sur le processus de production donc du produit que vous cherchez à importer. Donc, si vous avez cette demande-là de votre importateur, c'est pas parce qu'il cherche à vous voler vos recettes et à les copier et les fabriquer au Japon, c'est parce que la réglementation japonaise est ainsi faite. Donc, de facto, la plupart des producteurs qui abordent le marché japonais en première étape ne sont pas familiers de ces demandes-là et peuvent être un petit peu surpris ou en tout cas n'ont pas nécessairement la totalité de l'information disponible. Or, c'est vraiment fondamental, c'est nécessaire si vous voulez, être importé et deux, pouvoir bénéficier en fait des baisses de tarifs telles qu'elles sont possibles du fait de l'EPA. Vous avez des restrictions très très fortes en fait sur l'origine de certains des ingrédients et vous devez donc pouvoir montrer et prouver dans le cas de contrôle que par exemple vos amandes viennent de tel pays, enfin d'Italie et pas des États-Unis, ou vos oranges viennent de France et pas d'ailleurs. Donc cette exigence-là est quand même forte pour tout le monde et donc il faut être structuré pour être en mesure d'y répondre. Et juste pour terminer, considérez que vous aurez besoin à peu près entre 6 mois et 1 an à partir du moment où vous commencez à discuter jusqu'à avoir vos produits sur le marché.
Oui, très importante, la notion de temps et de confiance nécessaire pour vendre ses produits ici au Japon. Merci beaucoup. Donc, on a Léo qui est présent avec nous, qui a regardé vos questions posées en live. Léo, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou certains points à évoquer auxquels les intervenants pourraient répondre? Bien sûr, donc on a eu beaucoup de questions. Merci à tous. Je ne sais pas, est-ce que ce serait préférable peut-être que je les pose dans l'ordre tel qu'elles m'ont été posées? Est-ce que ce serait peut-être plus pertinent pour toi, Émilie? Bah écoute, si on va faire ça par secteur, par pôle de questions, hein. Si vraiment il y a des thèmes qui ressortent principaux, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller dans le détail de chaque Bien sûr. question. Mais enfin voilà, oui, tu commences. Il y en a plusieurs qui se rapprochent un petit peu. On va en choisir quelques-unes en fonction des D'accord. sujets. Alors, de manière très globale, donc on a une question de Aline Giamartini qui nous demande comment trouver les bons partenaires et quels sont les produits que les Japonais souhaitent consommer. Alors, je sais qu'on a notamment eu des questions par rapport à y a-t-il un marché des produits surgelés sucrés, également quid du bio, et aussi pour tout ce qui est alicaments, compléments alimentaires. D'accord. Et écoutez, côté intervenant, qui souhaite intervenir pour répondre à ces sujets-là? Donc, Léo, qu'est-ce qu'on avait comme premier sujet? Alors, nous avions donc les produits surgelés sucrés, le bio et aussi tout ce qui est compléments alimentaires. D'accord. Ben, je pense qu'on peut parler du surgelé, peut-être dans Oui. un premier temps. Ok, je vais me permettre Ouais, de répondre. Antoine Xavier. Aujourd'hui, il y a une demande extrêmement forte pour les produits surgelés, puisque et notamment au niveau de l'hôtellerie-restauration, puisqu'il y a une contraction maximale pardon, de la main-d'œuvre, que ce soit pour des raisons de coût ou pour des raisons de, comment dire, de pénurie totale. Donc là, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui recherchent des produits ou des avant-produits prêts à cuire ou prêts à utiliser. Et c'est ce qui a expliqué notamment le fort succès de Bridor en Asie et au Japon en particulier, puisque ça a évité à l'hôtellerie-restauration de monopoliser de la main-d'œuvre pour les croissants, les croissants du samedi matin et du dimanche matin. Donc un marché énorme pour le surgelé. Pour le bio, je rejoins Marie-Hélène par rapport à deux sujets. Alors un sujet plutôt documentaire ou légal avec le logo européen qui n'est pas validé par les autorités japonaises. Et maintenant, ils viennent de nous sortir une nouvelle législation. Donc c'est pas quelque chose d'aisé. Ça, c'est d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue opérationnel et purement commercial. L'intérêt des Japonais pour le produit bio est absolument, excusez-moi de ne pas être dans la nuance, mais est absolument nul. Alors, j'espère que Pascal va réagir et va me dire non, François-Xavier, tu racontes des grosses bêtises parce que moi, j'ai basé mon business là-dessus et j'ai bien réussi. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue marché, traditionnel, je ne sens pas un engouement important pour le bio aujourd'hui. Alors que je sens un engouement extrêmement important pour tout ce qui est notamment halal. Alors, sur le surgelé, sur le bio, donc sur le bio, j'ai répondu à quelques questions, ça reste en effet un marché qui est marginal, qui avant tout est limité à l'heure actuelle dans sa croissance par le peu d'offres et le peu de producteurs en local. Puisque les Japonais sont avant tout intéressés de passer en bio sur des produits dont ils ont besoin, qu'ils consomment tous les jours, qui sont avant tout des produits japonais. Donc, si vous n'avez pas d'offre de produits japonais, n'avoir que des produits étrangers ne permet pas d'aller remplir le panier de la ménagère et donc ne répond pas à un besoin. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire au niveau de Bio C'est Bon. Mais là encore, c'est 22, 23 magasins au niveau du Japon, ça reste tout à fait limité. Il y a quelques autres chaînes concurrentes, mais on est sur un marché qui est marginal, qui est encore en devenir,
par rapport à l'état du marché en Europe, aux États-Unis, dans les autres pays développés. Donc, déficit d'offres et déficit aussi, on va dire, de sensibilité du consommateur japonais aux questions de santé. Il y a une très faible conscience du consommateur, déjà du fait de très peu de groupes de pression ou on va dire de groupes journalistiques qui sont en mesure d'aller montrer un petit peu la réalité des contaminations aux pesticides au niveau japonais. L'importance de lobby aussi, qui essaye de maintenir le statu quo. Donc vous avez ces deux éléments-là qui font que le marché bouge un petit peu, mais bouge très lentement. Sur le surgelé, pour compléter la réponse de François-Xavier, qui était plutôt du côté, on va dire, professionnel, au niveau du retail, vous avez Picard, donc, qui là aussi été mené par le groupe Ion il y a de ça quelques années. Donc, ils ont commencé un petit peu avant Bio C'est Bon, ils ont maintenant un peu moins de magasins. Ils ont eu du mal. Traditionnellement, le produit congelé n'est pas vraiment dans les mœurs pour le consommateur japonais, ou alors c'est un produit qui est plutôt bas de gamme, fabriqué en Chine et qui porte sur un certain nombre de références bien particuliers. Ils sont plutôt pour consommer rapidement sur des produits qui sont lyophilisés, les ramen, les packs ramen dans lesquels vous rajoutez de l'eau chaude. Néanmoins, la crise du Covid qui a bloqué plus de monde à la maison fait que les choses commencent à bouger. Et vous combinez cet effet-là plus la disponibilité des produits au niveau, en vente par Internet, et vous obtenez finalement une recette qui est en train de prendre. Donc là, les ventes sont en augmentation, que ce soit pour Picard, mais aussi dans les rayons des supermarchés standards et aussi spécialités, puisque Bio C'est Bon fait aussi du produit surgelé. Nous avons vu une augmentation très sensible de vente de produits surgelés depuis le début du Covid. Donc il y a un marché dans les deux cas. Néanmoins, il y a des places à prendre puisque on reste encore au début de l'aventure, je dirais. Très bien. Merci beaucoup, François-Xavier. Écoutez, je pense qu'on a survolé quand même la plupart des questions. Pour les entreprises qui ont encore des questions, qui n'ont pas été tout à fait satisfaites par nos réponses, vous pouvez tout à fait nous écrire. On vous répondra, chacun à votre tour, pour vous renseigner au mieux. Je remercie encore une fois nos intervenants pour la qualité de leurs messages et de leurs interventions. Pour toutes les entreprises que ça intéresse, alors pour les entreprises adhérentes des pôles de compétitivité, je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels. Autrement, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez beaucoup d'informations sur notre site internet. Vous avez notre email de contact ici. Donc n'hésitez pas, on est disponible pour vous accompagner dans vos projets. Voilà. Merci à tous. Merci aussi à nos collègues qui sont Léo et Karine qui ont travaillé aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Et puis écoutez, j'espère avoir beaucoup de retours de votre part. En attendant, on va diffuser un questionnaire de satisfaction. Très bien. Émilie va lancer. Donc, vous avez à peu près 1 minute avant la fermeture du webinaire pour nous aider à améliorer les futures prestations qu'on fera dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas à être force de proposition. Voilà, tout à fait. Émilie, juste un mot parce que je vois une question qui était intéressante et à laquelle je souhaite répondre. Bonjour, est-il possible de chercher des autres importateurs sans vexer un ancien importateur qui n'a pas commandé depuis quelques années? Donc là, je vais être cash et clair. Bien entendu, si votre ancien importateur n'importe pas, c'est plus votre importateur. Donc n'ayez aucun complexe à aller voir ailleurs. Ça, à mon avis, il n'y a pas de souci. Ça n'a rien à voir avec le microcosme japonais. C'est une règle normale du business. Après, sur les questions, il y avait encore d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, qui étaient très spécifiques sur des problématiques d'importateurs, sur des problématiques de vraiment marché très fin. Je propose à tous ceux qui nous écoutent encore d'aller faire remonter leurs questions à l'équipe de la CCIFJ et on s'efforcera d'y répondre si on peut, ou sinon nous avons toujours le programme de mentoring qui arrive, donc n'hésitez pas à vous porter candidat. Nous serons très heureux d'aller passer un petit peu de temps pour vous aider, et si on peut vous aider à trouver sinon des importateurs ou en tout cas vous guider sur comment approcher les choses,
serons ravis de le faire. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Merci. Merci. The floor is yours, Émilie. Yes. Ok, donc je répète une dernière fois, le webinaire est enregistré. In French, please. In French. Le webinaire est enregistré, il sera diffusé et voilà, et je vous transmettrai à toutes les entreprises qui le désirent et les documents évoqués par Marie-Hélène et nos documents à nous. Et je vous invite à vous renseigner et à nous contacter au besoin. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci à tous. Bon courage. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.